Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait des semaines que vous m'en demandez dans les commentaires, mais donc on ne pouvait pas le faire ces derniers temps. Pourquoi Yann? Pourquoi? Eh bien, écoute, premièrement, il me semble que bonjour à tous! Je pense que tu as eu un souci d'ordi, non? Non, c'est pas Oh, ça la raison? c'est pas que ça. C'est pas que ça. Je crois qu'il y avait aussi un déplacement de ton côté. Ah, c'est vrai, oui, j'ai passé, pour ceux qui le savent, ils le savent, ceux qui le savent pas. Ouais, mon taf au quotidien, c'est, de gérer une petite boîte de voyage et effectivement, je suis parti là pendant 2 semaines à Bali pour accompagner un groupe. Chaque année au mois de février, on a un voyage à Bali. Donc c'était un peu compliqué, je t'en avais déjà parlé, moi j'avais un peu prévu mon planning en espérant pouvoir télécharger Elimination Chamber et faire un podcast avec toi. Mais ça a pas été possible à cause de la connexion et tout ça. Et c'est aussi pour ça que sur Wrestling Clinic, ma chaîne, j'ai pas pu mettre de vidéo pendant les 2 semaines, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Entre-temps, on a passé les 1000 abonnés, donc ouais, on Nice. sort le champagne pomme kiwi spécial focus, tu vois, comme ça on va être bien concentré pendant le podcast d'aujourd'hui. Et voilà, donc merci de m'accueillir. Et si tu es toujours d'accord, a priori, la semaine prochaine, c'est moi qui vais entamer le. Je dirais pas bonjour, bienvenue sur Catch Club, mais on va dire bonjour et bienvenue sur Wrestling Clinic parce qu'on va switcher un petit peu. On va faire un podcast sur ma chaîne pour un petit peu brouiller les pistes et lancer un peu d'aventure comme ça dans le monde incroyable du catch. Yes. Pour tous ceux qui chercheront le podcast la semaine prochaine, donc il sera sur la chaîne de Yann. Donc n'hésitez pas à la checker. Et la semaine prochaine, on boira du fit Tu boiras du fit. mangue, citron, thé vert. Je pense que c'est trop sain pour moi, limite. C'est Ce vrai, genre de. pourtant, ça fait longtemps que je te connais et tu es toujours le premier à aimer les seins, donc ça m'étonne un petit peu. Ça m'étonne. On va rester PG sur ce podcast et on va enchaîner. On va enchaîner donc directement. Bon, ce podcast va se concentrer comme d'habitude sur Raw, SmackDown, mais surtout les gros moments qu'on a eu, principalement les retours. Donc, on va commencer avec Raw et forcément, on va parler de Mister Roman Reigns. Donc, Roman Reigns qui a fait son retour après 4 mois, je me trompe pas, hein, 4 mois et 2 semaines environ. Il avait annoncé en Novembre, octobre. décembre, janvier, février. Ouais, 4 mois, 4 mois. C'était le 22 octobre qu'il a annoncé la triste nouvelle. Donc, voilà, première chose à dire directement, je m'attendais absolument pas à un retour aussi rapide. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pensais vraiment pas qu'on allait le voir aussi rapidement de retour sur les rings. Bah, moi, j'avais posté un truc sur la clinique fin janvier ou début février, je sais plus, quand sur Instagram, tu sais, il y avait une photo qui est passée avec Roman Reigns et The Rock pendant un tournage de film. Et dans cette vidéo, justement, j'avais dit que bah, ça me semble plutôt positif parce que si le mec peut prendre l'avion et qu'il est suffisamment sain, comme tu dirais, pour participer à un tournage de film, a priori, c'est quand même super bon signe. Et j'avais soumis l'idée selon laquelle on pourrait éventuellement le revoir avant WrestleMania. Alors, à l'époque, ça semblait un chouïa anticipé, mais force est de constater que maintenant, l'histoire m'a donné raison, donc c'est sympa. Mais au-delà de ça, c'est super cool de le revoir aussi rapidement parce que, oui, de manière générale, comme tu dis, moi, je m'attendais à ce qu'éventuellement il fasse une apparition à WrestleMania, tu vois, juste pour le principe, entre guillemets. Mais je pensais pas qu'il revienne comme ça activement parce qu'il y a carrément eu un angle aussi avec Seth Rollins. Donc là, il est de nouveau le gros chien est de retour, comme on dit. Ah ouais, le voir dans un ring, c'est encore plus choquant carrément. Mais c'est vrai que limite, on en avait parlé dans le dernier podcast, parce que justement, on avait parlé de cette photo avec The Rock dans le dernier podcast, et on avait justement cité les médecins que Dave Meltzer avait vus. Et donc, selon ces médecins, il disait, comme tu l'as dit, que bon, s'il voyage, ça veut dire qu'il est plus ou moins en bonne santé. Mais c'est. Moi, en fait, le petit truc qui m'avait un petit peu frappé, c'était il y a 2 semaines. Je sais pas si tu te rappelles, alors, si tu avais vu Raw il y a 2 semaines pendant ton voyage. En fait, il y avait eu une attaque sur Braun Strowman par Baron Corbin, Bobby Lashley et Drew McIntyre, et ils avaient porté un triple powerbomb à la fin sur Braun Strowman. Et donc, C'était à Elimination Chamber, ça. non, je crois qu'il avait refait à Raw le lendemain sur les escaliers métalliques. Je crois que je l'ai pas vu alors parce que j'ai fini de regarder Elimination Chamber hier. Ok. Parce que je vais mettre la review avec un petit peu de retard, désolé, sur la chaîne dimanche. Et effectivement, ouais, ils font le triple powerbomb, mais le Raw du lendemain, non, non, je l'avais pas vu. Est-ce que c'était lors du Raw qui était absolument apocalyptique, C'était merdique, pas ce un bon qui avait été épisode de écrit Raw. 50 fois? Ouais, c'était pas un bon épisode de Raw, ça c'est clair. Après, peut-être que, tu sais, je regarde beaucoup de shows, peut-être que c'était le triple powerbomb était à Elimination Chamber. Mais en tout cas, il y a eu un triple powerbomb.
Et moi, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, écoutez, c'est parti. J'ai tweeté, donc le message est sur Twitter, j'avais écrit, je sais pas si je suis parano, mais moi, quand je vois un trio mettre un triple powerbomb à un type et clairement un petit peu faire les méchants, j'ai dit, écoutez, ça sent le retour du Shield à plein nez. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, au cas où, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc comme Yann l'a dit, en fait, Roman Reigns a été, on va dire, physique ce lundi, quoi. Je veux dire, il a mis des coups. Clairement, il est de retour dans les rings, en fait, maintenant. Depuis, la WWE a annoncé qu'il est de retour à tous les prochains Raw, tous les prochains épisodes de Raw. Donc, il est de retour à temps plein, on peut dire maintenant. Maintenant, à côté de ça, apparemment, il y aurait déjà potentiellement un match prévu pour lui à Fastlane et à WrestleMania. Donc, c'est clair, en fait, c'est parti. Roman Reigns est retour à temps plein. Le match pour Fastlane, apparemment, ce serait potentiellement un match 4 contre 4. Donc, ce serait le Shield et Braun Strowman contre Drew McIntyre, Baron Corbin, Bobby Lashley et Elias. Apparemment, c'est ça le match qu'on pourrait avoir à Fastlane. Par contre, on ne sait pas qui pourrait avoir comme adversaire à WrestleMania 35. Ça, j'avoue que j'ai aucune piste. Je ne sais pas si tu as des idées. Je sais pas. Moi, vu l'envergure du match, ce match 4 contre 4, là, je le vois plus à WrestleMania que Fastlane, tu vois. Parce que s'ils le mettent à Fastlane, après, ils auront quand même 8 mecs, entre guillemets, sur les bras. Parce que WrestleMania, ça va de nouveau être un show qui va durer 9 jours, tu vois. S'ils ont 8 mecs sur les bras, j'ai un petit peu de mal à voir alors quelle est là ou quelles sont les différentes combinaisons pour les garder actifs sur le show, alors que éventuellement faire un match intermédiaire à Fastlane avec peut-être juste 2 contre 2, tu vois. Seth Rollins et Roman Reigns contre, je dis n'importe quoi, allez, Lashley et Elias, enfin peu importe, un des deux autres. Match qui dégénère, ça pète un petit peu, et de nouveau les heels viennent attaquer à la fin du match. Et à ce moment-là, il y a Dean Ambrose qui va faire un nouveau face turn pour ensuite amener à WrestleMania pour un match 4 contre 4, tu vois. Enfin, Ouais, c'est bon. En tout cas, c'est impossible vu que Rollins ne pourra pas participer à un 4 contre 4 à WrestleMania, Ah oui, logiquement. je suis con. Excuse-moi, bah oui, je l'avais oublié. Tu vois, tellement je suis impliqué par ce main event là. Non, j'ai complètement oublié qui catchait déjà, quoi. Mais non, c'est clair que là, je suis vraiment curieux de voir ce que va faire Roman Reigns à WrestleMania 35 parce que, comme tu l'as dit, je veux dire, il faut quelque chose d'une certaine envergure pour le retour de Roman Reigns. Surtout que j'ai limite envie de dire que l'année dernière, c'est comme s'il n'avait pas catché à WrestleMania, on en avait déjà parlé. Mais il y aura une grosse différence, en tout cas, par rapport à l'année dernière concernant le match de Roman Reigns, ça c'est clair. L'année dernière, c'est un match que tout le monde a boycotté. Et cette année, c'est le match où tout le monde va être dedans. Ouais, et cette année, il fera 15 degrés de moins aussi, faut pas oublier. Ouais, 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 c'est vrai, mais bon, on se couvrira comme il faut quand même. Moi, je te Donc, chaufferai je te soufflerai dans le dos. parfait, parfait. Donc oui, voilà, par rapport à ça, Roman Reigns, moi, j'ai pas particulièrement grand-chose à dire. Juste, comment dire, rectifier quelques rumeurs, en fait, parce que le problème avec YouTube et le retour de Roman Reigns, c'est qu'il y a plein de personnes, en fait, qui veulent sortir n'importe quoi comme rumeur et qui me sortent des news dans les commentaires qui sont pas forcément toutes réelles, ou alors parfois, c'est aussi très mal traduit par les sites français, hein, je vais être honnête. Il y a Du beaucoup de genre. sites du genre, par exemple, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit que Dean Ambrose, en fait, a refusé de participer à l'angle au départ parce qu'apparemment, il était en larmes en coulisses et du coup, il avait trop d'émotions, etc. Honnêtement, j'ai vu les articles qui étaient sur la plupart des sites américains. C'est pas ça, en fait. Ça a été mal traduit en français. Apparemment, donc, Dean Ambrose était bien touché comme la plupart des gens en coulisses. Par contre, apparemment, il a bien refusé d'apparaître, en fait, avec Seth Rollins et Roman Reigns au départ, au début dans le show quand il y a eu la réunion. Mais c'est juste parce que selon lui, ça ne collait pas du tout, en fait, à la storyline. Il disait, écoutez, non, je peux pas juste revenir comme ça et d'un coup tout est excusé. Donc c'est pour ça que justement ils ont fait cet angle par la suite où on voit Roman Reigns et Seth Rollins venir l'aider et ils vont bâtir en fait, on va dire l'amitié à nouveau petit à petit. Mais il n'y avait pas de Dean Ambrose qui était en larmes. Il y a aussi cette rumeur qui sort par rapport à la WWE qui veut faire un angle sur Dean Ambrose qui va être amnésique et qui va perdre la mémoire. Ça, je vous avoue que pareil, j'ai vu ça que sur des vidéos YouTube qui veulent faire le buzz, mais j'ai vu ça sur aucune source crédible américaine. Donc c'est pas ça, c'est des fausses news en fait que les gens balancent un petit peu de n'importe comment quoi. Maintenant, Dean Ambrose, clairement, c'est toujours la question. On sait absolument pas ce qu'il va devenir et le retour de Roman Reigns fait encore plus penser que tout ça peut potentiellement être fake quoi. Le départ de Ah, Dean Ambrose. tu vois, tout le monde se moquait de moi quand j'avais dit qu'il nous en fume en fait depuis le premier jour. Non, c'est possible. Hein. On tend de plus en plus, j'ai envie de dire, vers un Dean Ambrose qui va changer d'avis potentiellement grâce au Shield, je me dis.
ouais. Ouais. Bah, oui, pourquoi pas. Après, je sais pas trop comment ça se passe, administrativement parce qu'il y a probablement des procédures, tu vois? À partir du moment où la WWE, lui propose de renouveler son contrat, à partir du moment où lui, il dit non, je pense que dans les clauses des contrats, il y a peut-être des, enfin, dans les contrats, il y a peut-être des clauses où justement il y a des étapes, tu vois, administratives où s'il refuse une fois, après, il peut pas se réveiller un matin en disant ah bah maintenant que on va faire un angle avec le Shield, finalement, je reste, tu vois. Enfin, j'imagine pas ça aussi simple. Ah non, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que s'il décide de rester, tout ça a été prévu depuis le départ, je veux dire. Je pense pas qu'il change de. Pour moi, Ambrose va pas changer de décision en cours de route. Il y a beaucoup de fans qui disent justement que la WWE essaie de le retenir avec The Shield. Ça, non. Pour moi, la décision est déjà prise pour Ambrose depuis des mois. En fait, depuis des mois, clairement. Soit il sait qu'il va partir, soit il ne sait pas. C'est juste que nous, on sait pas, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est Ouais. que nous, on est totalement dans le suspense, on va dire. Mais Ambrose, lui, sa décision est clairement prise et il va pas changer d'avis, je pense, pendant. Maintenant, comme je le dis à beaucoup de personnes qui me posent beaucoup de questions sur Twitter, parfois il faut juste wait and see, quoi. Il faut attendre et voir. Là, c'est kiffant de découvrir en fait quelle va être la décision d'Ambrose, j'ai envie de dire. Ouais, non, c'est une période super excitante aussi, hein, c'est clair. Après, Dean Ambrose, bah oui, non, il y a aucune direction le concernant. Même pas pour Fastlane, quoi. Il est vraiment dans un no man's land de storyline. Il y a strictement rien, quoi. Donc Ouais, il y il a enchaîne les défaites, quoi. tout ce qu'on peut dire, que ce soit pour le fait qu'il reste ou pour le fait qu'il parte, objectivement, il y a aucun élément aujourd'hui qui nous permette de dire quoi que ce soit, en fait. Non, c'est ça. On peut pas savoir, donc ouais. Je pense qu'on va devoir attendre jusqu'à WrestleMania, comme tous les fans, et on verra quelle sera la surprise. Donc bon, on a fait le tour, je pense, par rapport au retour de Roman Reigns. On a donné toutes les news. Oui, Ali, c'est bon, on peut continuer. Moi, je vais citer trois éléments marquants de Raw. Après, tu me diras s'il y en avait d'autres. Donc, après le retour de Roman Reigns, c'était Becky Lynch. Becky Lynch qui, encore une fois, malgré sa suspension, Becky bon, Lynch. Becky Lynch, exactement. Malgré sa suspension qui intervient encore une fois à Raw, ça commence à être partagé au niveau des fans. Il y a des personnes qui commencent à être un petit peu saoulées en fait des multiples interventions de Becky Lynch. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup. Je trouve que ça colle à son personnage. Ils sont en train de monter cette rivalité. On sait vraiment pas en fait ce qui va se passer à WrestleMania 35, qui va arriver en tant que championne. Maintenant, Ronda Rousey a plus ou moins rendu le titre en plus. Mais bon, moi, comme je l'ai dit, je sens le match à 3. Je pense que ça paraît plus ou moins évident. On se tourne vers un match Ronda Rousey vers Charlotte Flair, vers Becky Lynch à WrestleMania 35. Mais moi, j'aime beaucoup ce personnage de Becky qui continue, on va dire, à se battre contre l'autorité. Sur le concept, j'aime bien l'idée. Par contre, ce qui me dérange, c'est l'histoire de suspension. Parce que ça, j'en parlerai un petit peu plus en détail dans la review d'Elimination Chamber. Mais donc, Becky Lynch, on est d'accord, elle a été suspendue. Ensuite, à Elimination Chamber, on a vu des images qui avaient été filmées pendant un house show où elle vient intervenir alors qu'elle n'a pas le droit. Et, elle est revenue de nouveau à Raw, toujours suspendue. Et à Elimination Chamber, la nana, elle arrive, donc elle est en béquille. Elle met 3 heures à arriver dans le ring. Il y a même un gros plan qui est incroyable. Enfin, pour moi, je trouvais ça presque ridicule. Quand elle passe la barrière, tu sais, pour passer du public au ring à Mhm. Elimination Chamber, elle passe à 1 mètre d'un vigile qui la regarde droit dans les yeux et le mec ne se bronche pas, tu vois. Et la WWE, en ce moment, ils se revendiquent toujours de plus de réalisme, plus de crédibilité, de voilà, de pas faire n'importe quoi. La nana, elle est suspendue, elle arrive à intervenir 3 fois, voire plus, parce qu'après, il y a peut-être d'autres house shows où elle est intervenue, sans que personne ne dise rien. À éliminer, alors je comprends que c'est du catch, mais justement, il faut prendre un parti, quoi. Soit on fait attention à tous les détails, soit on s'en contrefout de tout, mais on peut pas faire les deux en même temps. Et là, Elimination Chamber, elle est sur les béquilles, elle galère, elle met 3 heures à venir sur le ring, elle a encore le temps de mettre des coups de béquille, etc. Et c'est seulement là qu'il y a quelques officiels qui viennent pour dire ah, attention, t'as pas le droit d'être ici. Donc, si elle était vraiment suspendue, si on veut vraiment faire l'histoire de la suspension, ils auraient créé un bordel alors qu'elle était encore dans la foule, tu vois, pour rendre la chose crédible et légitime. Alors après, je comprends que ça permet pas de faire l'angle avec Charlotte et Ronda Rousey, par exemple, à Elimination Chamber, mais il faut réfléchir un petit peu plus loin que le bout de son nez pour voir comment est-ce qu'on peut composer avec la crédibilité,
et le réalisme, et aussi ce qu'on veut faire, ce qu'on veut représenter comme angle, comme storyline, tu vois. Moi, franchement, ça m'a énormément gêné toutes ces histoires d'intervention à cause de la suspension. Soit elle est suspendue et c'est la merde absolue immédiatement à chaque fois qu'elle vient sur les shows, soit elle n'est pas suspendue. Mais ça peut pas être genre, allez, on la laisse un petit peu, elle vient dans le ring, elle a même le temps de mousser, tu sais, à regarder pendant que tout le monde chante She's the Man. Pour moi, ça tue la crédibilité du truc, et j'ai peut-être peur que cette réflexion, d'autres fans se la font. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, comme tu as dit, il y a un petit pourcentage de la foule qui, pas qui tourne son dos sur Becky Lynch, mais voilà, qui approche le truc avec un peu plus de retenue et moins d'engouement que ça aurait pu l'être il y a quelques semaines encore, quoi. C'est vrai que ça joue en sa défaveur parce que, ouais, comme tu l'as dit, il y a certaines incohérences par rapport à ses arrivées à chaque fois sur le ring et aussi quelque chose qui joue pas pour elle, en fait, c'est le fait que, la WWE mise tellement sur Becky et Charlotte actuellement que beaucoup de fans ont les nerfs, en fait, qu'on ne voit absolument plus Asuka à SmackDown pendant ce temps et ça, clairement, en fait, ça a foutu la haine à beaucoup de fans parce que c'est super cool de se concentrer sur Becky, Charlotte et Ronda Rousey, mais c'est vrai que pour la peine, la pauvre Asuka, depuis qu'elle a gagné son titre, elle a été vue une fois à SmackDown. Donc, en sachant qu'on est on the road to WrestleMania quand même, quand on est sur la route de WrestleMania, tu dois builder les champions, tous les champions. Là, la pauvre, elle n'existe pas. Elle n'existe absolument pas. Bah, Road to WrestleMania, je sais pas ce que tu en penses, mais par rapport à toutes les années précédentes et même les dernières années où c'était moins présent, cette année, j'ai l'impression, enfin, si on n'était pas au mois de février, là, en train de se dire, enfin, on shoot au mois de février, on est le 28 aujourd'hui, mais tu vas la mettre au mois de mars. Si on n'était pas au niveau du calendrier au mois de mars, il y a franchement aucun élément, si ce n'est le sign lors de Raw, il y a aucun élément qui me fasse trépigner et qui me donne l'impression qu'on va vers WrestleMania, quoi. J'ai l'impression que ce soit WrestleMania ou Fastlane, c'est exactement la même chose. Bah écoute, je suis un petit peu d'accord. Je trouve qu'il y a moins de hype par rapport à l'année dernière, mais justement, je me demande si ça va pas nous donner un meilleur show au final. Bah, Parce que, c'est clair que c'est souvent ça, hein. À chaque fois qu'on a de grosses attentes, il y a encore plus de risques d'être déçu, alors que quand on se dit que finalement le show il n'a pas été hypé, comme tu dis, et qu'on n'en attend pas grand-chose, bah, c'est là qu'il va y avoir des belles surprises, il y aura des sleeper matchs, et ouais, il y a moyen que ça donne un meilleur show que ce qu'on est en mesure d'en attendre au moment où le show commence. c'est ça, je me dis que, comme tu l'as dit, les attentes sont tellement pas très élevées. De toute façon, moi, ça va être comme l'année dernière. À WrestleMania, je m'attends à du show. Je demande pas non plus à ce que, comme on avait dit, à ce que les matchs soient exceptionnels. Maintenant, je pense quand même qu'il va y avoir du bon. Puis surtout, je me dis que, vu que la carte est peut-être faible, ils vont vouloir, comment dire, contrebalancer ça avec peut-être quelques grosses surprises. Tu vois, The Rock qui débarque à un moment, ou alors Steve Austin qui débarque à un moment. On est quand même à New York, c'est WrestleMania 35. Je me dis que comme il y a eu très peu de surprises, ou alors justement d'apparition de grosses stars l'année dernière, ils vont un petit peu doubler à ce niveau-là cette année. Et forcément, moi je te l'avais dit, j'espère pouvoir de voir au moins une fois The Rock et Steve Austin dans ma vie aussi. Même Hulk Hogan, avoir l'entrée de Hulk Hogan par exemple une fois en live, je pense que c'est quand même assez génial à vivre. Donc voilà, j'attends plus à ce niveau-là, en fait, moi, pour WrestleMania 35. J'espère qu'ils vont nous surprendre un petit peu. Bah, c'est dommage que t'aies pas vécu WrestleMania 30 en live, parce que là, du coup, premier Ah non, c'est segment, tu clair, pouvais c'est arrêter ta carrière, clair. quoi. Voir ça en direct, exactement. Après ça, tu prends ta retraite de WrestleMania. Mais non, mais en plus, mais heureusement que je suis venu l'année dernière aussi, parce que bon, pour le moment, The Undertaker a toujours aucun match pour WrestleMania 35. Et apparemment, il serait possible qu'il ne soit pas sur la carte. Eh bah écoute, grand bien lui fasse, hein. Donc, Vu ce qu'ils ont osé faire l'année dernière, moi c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Par contre, pour ce qui est du Rock, il me semble avoir lu que c'est plus ou moins acté qu'il apparaisse à un moment ou un autre pendant le show. je vais être tel une groupie. Ça va être génial. Entendre If You Smell qui se lance, parce que c'est le truc qui fait déclencher la foule, ce If You Smell What the Rock is Cooking. Donc, non, je pense, pour moi, je vais faire mon fanboy un petit peu comme je l'ai été quand j'étais en face de Kevin Nash quand tu l'as vu. Yes. Je veux dire, The Rock, je pense que littéralement, c'est le gars le plus charismatique au monde. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un à la télé d'aussi electrifying, comme quelqu'un qui, quand tu le regardes, voilà, t'es pris par la personne. Donc j'ai envie de voir ça une fois en live quand même dans ma vie. Je pense que ça doit être incroyable. Je te tiendrai la main pendant que tu tombes dans les vapes.
C'est gentil, c'est gentil. Comme, Mais comme lors de Strasbourg PSG avec le carton rouge. oh là là, quel match! Ce 0-0 mythique. Non, ils Heu, avaient perdu 1-0, non? non, il y avait eu 0-0, mais il y avait eu un carton rouge de chaque côté, si je me rappelle bien. Mais le carton rouge de Paris avait vraiment provoqué une bronca énorme. C'était génial. Ouais, j'avais failli tomber dans les pommes dans le quart de virage. Pour la petite anecdote, là, on parle d'un match qu'on est allé voir avec Ali au stade de la Méno en 2004, je crois? Ah ouais, c'est très vieux. 2005? C'est très vieux, ouais. Oh là là, oh là là, oh là là. À l'époque, tu n'avais pas de barbe, tu avais encore des cheveux, tu imagines? Des cheveux, des lunettes, sûrement un t-shirt Pokémon. C'était Bon, allez, on enchaîne avec les retours. Il y avait aussi, Batista qui est revenu à Raw. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Moi, j'ai un petit peu fait un coup de gueule à chaud dans ma review cette semaine parce que, j'ai pas aimé. J'adore Batista, j'avais vraiment envie de voir Batista. L'angle qu'il y avait eu à SmackDown entre Batista et Triple H il y a quelques mois lors de l'anniversaire de SmackDown m'avait vraiment hypé. Sauf que pour moi, en fait, Batista, et là, par contre, je vais être subjectif, hein, c'est mon avis vraiment personnel, mais c'est juste que pour moi, Batista devait être le babyface en fait dans cette rivalité. Et en fait, moi, j'ai vraiment du mal avec Triple H en tant que héros. Triple H, malgré le fait que voilà, certaines personnes me l'ont souligné, c'est clair, hein, il a été face dans sa carrière, et j'ai jamais dit le contraire. Pour moi, Triple H, c'est un heel. C'est quelqu'un dont le personnage est détestable. Peut-être parce que j'ai grandi vraiment pendant la McMahon-Helmsley era, et donc voilà, moi ça m'a laissé ces souvenirs de Triple H détestables. Mais du coup, voilà, je veux dire, j'aurais préféré le voir en tant que méchant dans cette rivalité, sachant que c'est sûrement le dernier run de Batista, potentiellement le dernier match même de Batista à la WWE, et que voilà, en plus moi à côté de ça, je suis très fan comme je l'avais expliqué, des Avengers, etc. Donc je vois beaucoup Batista au cinéma, et Batista pour moi c'est le gentil super-héros maintenant. Donc vu à quel point son dernier run était raté à la WWE, j'espérais un meilleur lancement pour celui-là. Bon, par contre, le lancement est très bien fait, hein, le segment était génial, mais je demande à voir. On va dire je demande à voir parce que pour moi les rôles sont inversés en fait. Hem, ouais, ouais, ouais. Bah, il y a quand même une combinaison de facteurs à prendre en considération pour, enfin, en tout cas, ce que je me suis dit pour essayer de comprendre au moins la réflexion de la WWE. Déjà, il y a le fait, comme tu dis, qu'il est, super-héros au cinéma et comme on le sait à la WWE, quand c'est l'anniversaire d'un catcheur, quand il catch dans sa hometown, à chaque fois qu'il y a, comment dire, un contexte naturel qui fait que le catcheur est over ou que ça doit bien se passer, on va dire, la WWE fait toujours l'opposé. Un catcheur qui catch dans sa ville, Il dans va sa ville perdre, natale, c'est le clair. Miz, il va toujours perdre à Cleveland, tu vois? Et cetera, et cetera. Donc, Batista qui est maintenant, entre guillemets, «reconnu» comme un grand super-héros, forcément, on va pas le faire revenir en super-héros pour prendre le contre-pied, quoi. Après, il y a aussi ce que tu as dit, son dernier retour là en 2014, c'était une catastrophe absolue. Donc peut-être qu'ils se sont dit à l'époque on l'a fait revenir, mais c'était au Rumble, donc ils l'ont fait revenir en tweener. Enfin, ils l'ont fait revenir comme ça et ensuite c'est la foule qui a décidé. Donc peut-être qu'ils se sont dit plutôt que partir sur du face et se manger un retournement, enfin un retour de comment on dit, une manivelle de la Mmh. foule et que finalement ils nous le mettent en heel, on va le mettre en heel directement. Je sais pas. Il y a ça aussi. C'est Et possible. puis, par contre, là où ça déconne, c'est, enfin, il y a quelqu'un, je t'avais envoyé le commentaire, il y a quelqu'un sur ma chaîne qui a mis qu'on se focalise trop sur les heels et les faces. Mais il faut comprendre que les heels et les faces, c'est le premier élément du catch, quoi. La base, c'est la base du catch, c'est clair. Avant les promos, avant les matchs, avant quoi que ce soit, le catch, c'est un gentil contre un méchant. Un gentil contre un gentil, ça marche pas. Un méchant contre un méchant, ça marche pas, sauf quelques cas très exceptionnels. Mais voilà, c'est gentil contre méchant. Et moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est l'inconstance totale depuis quelques semaines là, de nombreux personnages. Alors, c'est pas forcément que McMahon, Stéphanie et compagnie. Je veux dire, il y a c'est qui c'est le heel turn de Elias, on en avait parlé dans un autre podcast qui n'en est pas un. Qui c'est qui a débarqué un Roussev, jour à SmackDown en étant heel Merde, j'ai oublié. Roussev, Pardon? Roussev qui a fait aussi un heel turn face turn en un mois. Voilà, Rousseff, un jour, il arrive à SmackDown, il est heel. Enfin, il y a plus aucune valeur au fait d'être gentil ou méchant. Alors, je peux comprendre que ça représente, entre guillemets,
enfin, que c'est un miroir social du monde aujourd'hui où il y a moins de valeur et où les comportements sont, comment dirais-je, moins ancrés sur des lignes directrices, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'au catch, on est obligé de garder ce concept de gentil et méchant, parce que s'il n'y a pas de méchant qu'on a envie de voir perdre et qu'il n'y a pas de gentil qu'on a envie de voir gagner, c'est l'essence du catch qui s'envole. Et à ce moment-là, on va regarder du MMA ou de la boxe où on est à peu près à 50-50. Et donc Triple H, là, qui est comme ça, qui est en face, alors qu'un quart d'heure avant, il est en heel, et la semaine prochaine, moi, j'attends de voir un Raw où Triple H dans le même show, il est heel et face. Hein. Ça, j'attends de voir, parce que ça va être vraiment symptomatique de la piscine de chiasse actuelle, comme je la décris. Hein. Pareil, à SmackDown, on a vu pendant l'angle la signature de contrat, tu sais. La veille à Raw, tu as Stéphanie qui est heel, et puis ça fait plusieurs semaines qu'elle est heel depuis qu'ils n'ont pas tenté de contrecarrer ce qu'a fait Vince McMahon avec Charlotte. Mhm. Et là, pendant qu'il y a le New Day, là, Nana est derrière. Ouais, c'est clair. C'est super. Donc, comment veux-tu que le public s'investisse émotionnellement? Comment veux-tu que le public s'investisse psychologiquement si les personnages qu'on lui présente non, ils sont pas définis, quoi. Tu regardes, je vais prendre un exemple super trivial, mais c'est pourtant c'est la WWE, c'est ça, hein, comment ça s'appelle, Plus belle la vie. C'est Plus belle la vie dans un ring. Dans Plus belle la vie, t'as des gentils, t'as des méchants. S'il n'y a pas de gentils, s'il n'y a pas de méchants, on regarde pas. C'est l'essence même du catch, c'est l'essence même des films, de la télé. Enfin, et force est de constater que de semaine en semaine, moi j'ai l'impression que c'est de pire en pire, quoi. Et je sais pas à quoi c'est dû, en fait. Moi, clairement, comme tu l'as dit, les catcheurs, on en a déjà parlé, mais je vais quand même un petit peu me concentrer avec la famille McMahon. Sur la famille McMahon, j'ai beaucoup de mal avec ça actuellement. J'ai beaucoup de mal, comme tu l'as dit, avec le fait qu'ils soient heel à un show, puis le lendemain ils sont face, et ça change sans arrêt. Et en fait, j'espère vraiment que c'est un but, parce que j'en ai parlé dans ma review récemment, mais moi j'envisage le fait que potentiellement, en fait, donc actuellement, plus ou moins ce qu'ils font, c'est que c'est Vince McMahon au final qui est vraiment le grand méchant loup. Et Shane McMahon, Triple H et Stephanie McMahon se font un petit peu marcher dessus à cause des décisions de Vince, tu vois. À chaque fois, ils font comme s'ils n'étaient pas au courant. Et j'espère en fait que tout ça, c'est un swerve et qu'au final, on va découvrir que Shane, Stephanie et Triple H sont tous les trois clairement heal et du côté de Vince McMahon, tu vois. Sauf qu'à chaque fois, en fait, pour rester cool auprès de la foule, il faisait passer Vince pour le grand méchant. Vince qui, au final, maintenant est un petit peu âgé et en gros, ils peuvent l'utiliser, limite. Ils pourraient même partir sur ce délire de Vince, on en fait ce qu'on veut maintenant, si on veut. Ouais. Mais j'espère que ça va être ça l'angle. Parce que sinon, si c'est juste comme tu l'as dit, n'importe quoi, à ce moment-là, c'est clair que, je veux dire, c'est pour ça que moi, par exemple, je peux pas accrocher à Triple H. Triple H, toutes les 2 semaines, il vient et il rabaisse la moitié du roster. Comment est-ce qu'après, il peut être le gars qui représente la WWE et qu'on peut acclamer? Moi, j'ai du mal. Je peux pas parce que toutes les semaines, je sais pas comment je dois être par rapport à lui. Est-ce qu'il est face, est-ce qu'il est heel, comme tu l'as dit, c'est un peu le bordel à ce niveau-là. Avant, tu as utilisé le mot swerve. Est-ce que tu pourrais le traduire? Parce que je pense qu'il y a pas mal de fans qui connaissent pas ce mot ou qui sont pas familiers avec l'anglais. Un swerve, en fait, c'est quand on pense qu'il va se passer quelque chose, mais en fait, la WWE a prévu le contraire. Je ne sais pas s'il y a un mot littéral, une traduction littérale, mais Je sais pas. Allez, tu sais quoi, je vais te laisser parler une minute. Je vais couper mon micro, je vais faire une recherche sur Internet, voir ce que ça donne. vas-y. Mais donc, en gros, voilà, un swerve, c'est ça. C'est on a une idée qui est prévue, un nombre qui est prévu, et au final, totalement autre chose qui arrive. J'ai un swerve en tête, par exemple, qui me vient pour ceux qui regardaient l'Attitude Era à la fin des années 90. On avait une période, en fait, où il y avait une feud entre l'Undertaker, le Ministry of Darkness et la Corporation, qui était un groupe qui était mené par Vince McMahon. Et en fait, l'Undertaker, pendant toute cette rivalité, disait qu'il travaillait pour une force supérieure. Et au final, à la fin de cette rivalité, on apprend que cette force supérieure arrive sur le ring sous une robe. Et quand il enlève sa robe, c'est Vince McMahon, en fait, au final. Et donc, à ce moment-là, on a la création du Corporate Ministry et on apprend que le Corporation et le Ministry of Darkness travaillaient ensemble contre Steve Austin. Et donc, on s'y attendait pas du tout. Ça, c'est un swerve. C'est quand on pense que la rivalité va aller dans un sens et au final, surprise, il se passe totalement autre chose, en fait. Et le problème des swerves par rapport à la manière dont la WWE book ses shows en ce moment, c'est que à force de faire des changements de situation et de tout le temps contrecarrer ses propres plans juste parce qu'ils changent d'avis,
Ben, en fait, les swerves n'existent plus, quoi, parce que de semaine en semaine, on a que des swerves, des swerves, des swerves. Et finalement, le jour où ils en feront un vraiment, on va se dire, ouais, bon, c'est que le 47e en 3 mois, quoi. C'est totalement vrai. Non, c'est clair, ça dilue l'effet du truc. Donc voilà. Moi, je suis quand même sur une période vraiment en ce moment d'attente par rapport à la WWE parce que on sent du changement en tout cas. On sent du changement, mais je pense que tout va se jouer après Fastlane. Dans la période entre Fastlane et WrestleMania, c'est là que vraiment on va voir les choses bouger et se mettre en place, notamment dans la rivalité Ronda Rousey, Charlotte Becky, notamment dans la rivalité Kofi Kingston contre Daniel Bryan. Et puis, on va mentionner rapidement aussi les différentes arrivées de NXT. Parce que bon, ça fait 2 semaines qu'on voit ça à Raw et SmackDown. Mais voilà, ça apporte aussi un petit plus. Je veux dire, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Ricochet, Aleister Black, c'est 4 des meilleurs catcheurs de NXT, clairement de loin. Maintenant, moi, la seule petite chose négative que je dirais par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que ces arrivées sont un petit peu hâtives. On sent que c'est un petit peu Vince McMahon qui était en mode, écoute, j'ai envie de nouveautés, envoie-moi 4 catcheurs. Mm. Et le problème, en fait, c'est que ça a totalement fait passer au second plan les 6-8 catcheurs qui venaient d'arriver d'NXT, en fait, un mois avant. Heavy Machinery sont du coup dans des angles à droite à gauche, on les voit très peu. EC3 est déjà relégué au show Main Event. Il est déjà plus à Raw et SmackDown. Ça fait 2 semaines qu'il catch un Main Event, Non, mais EC3. ça, quoi. C'est incroyable. Lars Sullivan, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des news. Apparemment, Lars Sullivan, c'est on n'a pas de news. En gros, il a eu une crise d'angoisse qui a repoussé ses débuts à la WWE. Et depuis, la WWE est très tranquille avec lui, en fait. Il le laisse prendre son temps. Il reviendra quand il se sentira prêt. Mais non, c'est mal préparé tout ça. On est d'accord, je veux dire, ces différentes arrivées. Ouais, c'est pas que c'est mal préparé, je pense que c'est absolument pas préparé. Vince McMahon, il a dû se réveiller un samedi matin en se disant bon, allez, on va ramener les mecs NXT la semaine prochaine et puis on va voir ce qui se passe. Alors, à l'heure des charges, je trouve que la manière dont ils ont amené Ricochet à Aleister Black, c'est pas mal parce qu'ils ont fait que gagner, enfin, ils ont catché à chaque fois, à Raw, à SmackDown, et à chaque fois, ils ont gagné des matchs. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment faire débuter des catcheurs en leur donnant des victoires. Parce que là aussi, les gentils et les méchants, le problème, c'est que j'ai l'impression de plus en plus, les victoires et les défaites, elles ne comptent absolument pas. Et par contre, là, ils ont fait un bon taf là, avec Ricochet et Aleister Black. Par contre, là, on peut basculer direct sur SmackDown. Mhm. Gargano et Ciampa, ils étaient prévus. Et là, de nouveau, sans aucune raison, on les a pas vus à SmackDown. Mais Gargano et Ciampa, je pense que ça doit faire chier à Triple H comme jamais. Parce que je sais pas si tu avais vu la news donc par rapport aux arrivées des lutteurs de NXT. Apparemment, c'est vraiment exactement ça. Hein. C'est Vince McMahon qui a appelé les officiels de NXT en disant écoutez, envoyez-moi vos 4 top catcheurs à Raw lundi. Sauf que, et ça, moi-même, je comprends pas trop comment ça peut arriver, mais d'après les journalistes américains, Triple H n'a pas été informé directement en fait de la décision. Donc, il n'a pas pu, on va dire, mettre son veto. Il a juste pu mettre son veto apparemment à Raw lors de l'arrivée des lutteurs NXT. À la base, Finn Balor devait affronter Ricochet. Et en fait, Triple H a dit non. Il a dit à quoi ça sert de mettre 2 babyface l'un contre l'autre. Ça va forcément nuire à l'un des deux, celui qui perd. Donc en fait, Triple H a fait le changement de mettre Ricochet en équipe avec Finn Balor contre Bobby Lashley et Lio Rush. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que je pense que Triple H est saoulé dans le sens où en fait, lui, il avait des plans à NXT, surtout pour Gargano et Ciampa, et en fait, ça colle pas du tout. Parce que si on suit NXT, en fait, C'est quoi quand Ciampa il a trahi Gargano, c'était au Survivor Series 2017, non? À Chicago? ouais, largement, il y a plus d'un an, c'est ça, ouais. Donc là, justement, si tu regardes les derniers enregistrements de NXT, en fait, Gargano vient de perdre son titre nord-américain et apparemment, il veut un match face à Tommaso Ciampa et il va le défier à nouveau pour le titre de NXT. Donc, tu as les deux gars qui vont de nouveau s'embrouiller à NXT et pendant ce temps, ils vont faire équipe à Raw et SmackDown. C'est mal foutu. C'est un petit peu mal foutu pour la peine. Ah, c'est mal foutu. Après, en termes d'audience, c'est clair que Personne regarde NXT d'un côté, personne quoi. regarde NXT et ceux qui regardent NXT, de toute façon, entre guillemets, regardent Raw et SmackDown, mais ceux qui regardent Raw et SmackDown, il y en a très, très, très peu qui regardent NXT, donc c'est C'est pas vrai. un problème en soi, mais c'est Non, vrai c'est vrai. que une fois de plus, il y a un manque de continuité et de logique dans ce qu'ils font et ils arrivent à un point où ce qui va les blesser ou leur nuire, en fait, ils le font quand même parce que ça va pas vraiment les nuire. Il y avait un article que j'ai vu ou c'était un podcast, je sais plus,
où Dave Meltzer, le mec du Wrestling Observer, en fait, il a fait une intervention à Stanford, la très grande université US, où il parlait de marketing sportif et il parlait de la WWE devant une classe qui était composée d'élèves normaux, parmi lesquels il y avait très peu de gens qui étaient vraiment au fait de l'activité de la WWE en termes de marketing, en termes de marque, tu vois. Et il a parlé notamment des shows en Arabie Saoudite. Et donc, il a parlé de. C'était quoi? Donc, le Greatest Royal Rumble. Ensuite, de Crown Jewel, quelques semaines après la controverse avec l'assassinat commandité de l'ambassadeur là, à Ankara, en Turquie. Et en fait, tous les élèves, ils se sont pris la tête dans les mains en lui disant mais pourquoi une société prendrait tellement de risques à faire de telles conneries qui peuvent nuire à leur image de marque? Et en fait, la conclusion, c'est que la WWE a cette chance, entre guillemets, de pouvoir faire toutes les conneries qu'ils veulent, parce qu'en fait, les gens s'en tapent et ça n'a aucun impact et c'est oublié aussi vite que c'est venu parce qu'il y a 15 000 heures de catch par semaine, il y a le network, il y a YouTube, plus de 40 millions d'abonnés maintenant. Donc, Incroyable. ils font n'importe quoi parce que je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils savent qu'ils peuvent faire n'importe quoi et que ça va pas vraiment nuire au produit à court terme, parce qu'on en a hier discuté ensemble en privé, à long terme et à moyen terme. Là, par contre, ça va être autre chose. Ouais. Non, ouais, comme tu l'as dit, je veux dire, et moi, ça fait des mois, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a vraiment très longtemps, mais que je m'inquiète pour le produit de la WWE. Parce que c'est super de signer des contrats pour des milliards, etc. Mais si au bout d'un moment, il n'y a plus personne dans tes arènes qui viennent voir les shows, bah, au bout d'un moment, en fait, les gens ne s'intéresseront plus à ton show télé forcément, surtout si tu as des concurrents qui naissent pendant ce temps à côté. Donc là, le problème, c'est que la WWE est trop sûre d'elle actuellement à cause des rentrées d'argent qui sont énormissimes. Donc c'est clair, comme tu l'as dit, je veux dire, là, ils ont tous les contrats qui sont signés. Contrat de 10 ans avec l'Arabie Saoudite, contrat de 5 ans avec Fox. Donc ils ont des milliards qui rentrent, quoi qu'il se passe, pour au moins les 5 à 10 prochaines années. Donc c'est clair que ça les met en confiance. Et à côté de ça, comme tu l'as dit, vraiment, et ça m'a frappé quand tu l'as dit, en fait, la fédération peut faire ce qu'elle veut. Et en fait, ça n'entachera pas sa réputation. Parce que quand tu l'as dit, ça m'a fait penser à tout ce que j'ai pu voir, rien que moi, durant mes 30 ans, on va dire, de vie. Je veux dire, les procès à cause des stéroïdes, les procès à cause des plaintes d'abus sexuels, par exemple, en coulisses, des trucs homophobes, par exemple. Le lancement de la XFL, qui était un des trucs les plus ridicules de tous les temps, honnêtement, quand tu le regardes d'un point de vue business. Je veux dire, la WWE a enchaîné un nombre de conneries et d'erreurs. L'affaire Katie Vick, avec Triple H qui, disons-le, quoi, est en train de coucher avec une personne décédée dans un cercueil, quoi, merde, je veux dire. La WWE peut faire n'importe quoi. Et c'est clair, ça n'entachera jamais, en fait, son image. C'est incroyable. Les autres entreprises, je pense, rêvent de ça, tout simplement, en fait. De pouvoir faire ce que tu veux et avoir ton action qui reste à 88 $ pendant ce temps à la bourse, quoi. Ah, ils en rêvent. Par contre, du coup, la WWE se pose pas assez de bonnes questions, je pense. Et en termes de business, enfin, ça a été vérifié à travers les âges. Ce qui fait ton succès un jour, c'est exactement la même chose qui va créer, T'as des ta fêtes. chute le lendemain. Et si la Ouais. WWE se pose pas assez de bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, ce qui fait son succès, ce qui a fait son succès jusqu'à maintenant, tôt ou tard, ça va se retourner contre elle. Hein, c'est pour ça qu'il faut espérer il va y avoir de la concurrence. Moi, honnêtement, pour le moment, même si je suis totalement derrière le projet AEW, j'appelle pas la AEW de la concurrence pour le moment. Je n'ose pas dire ça parce que je veux dire, il n'y a pas de concurrence à la WWE. On est Mais d'accord, on est d'accord. on est d'accord. Mais j'espère que d'ici 2, 3, 5 ans, ils vont réussir à devenir au moins une bonne fédération, rien qu'au niveau américain, pour pouvoir justement un petit peu titiller la WWE, histoire de voilà, faire chauffer les esprits un petit peu là-bas et les refaire travailler leurs produits, parce que je pense vraiment que la WWE a sûrement une des meilleures équipes au monde, mais qui s'assoit un petit peu sur ses lauriers. Si tu fais travailler tous ces gens comme à l'époque de la guerre WCW parce qu'ils sont un petit peu en panique pour leur salaire, on va dire, ça peut tout changer. D'ailleurs, en parlant de ça, on a oublié de parler d'un retour vite fait entre Raw et SmackDown. Je sais pas si tu as vu, mais Bruce Pritchard Ah, est de retour et à ma la tardiversion. WWE. Non, non, c'est Bruce Pritchard qui est de retour à la Ouais, c'est WWE. vrai. Et ça me fait un peu penser à ce que tu viens de dire, en fait. Le succès à une période qui peut mener à ta chute par la suite. Je me demande si, tu vois, Bruce Pritchard pourrait rentrer dans ce cas-là. Parce que là, on ramène quelqu'un qui a fait les belles heures de la WWE à une certaine période
parce qu'il faut le dire, c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même pas mal sur le catch, même si quand tu l'écoutes dans une interview, on dirait un gros beauf. Oh, c'est un Après, Américain, donc bon. ouais, mais après, voilà, est-ce que c'est intelligent de ramener un mec qui a eu ses heures de gloire, surtout dans les années 90 au niveau du booking? Euh, bah, disons que ça peut être révélateur comment dirais-je, l'état d'esprit de Vince McMahon aujourd'hui, où il a peut-être conscience lui-même des limites de ce qu'ils sont en train de faire, et que justement il va essayer de revenir un petit peu sur ce qui a marché dans le passé. Par contre, Bruce Pritchard, c'est pas non plus le mec qui a fait l'attitude era, hein. Bruce Pritchard, Non, c'était non, la c'est clair. première moitié des années 90, et quand on parle de mauvais business, la première moitié des années 90, 92, 95, c'était la pire période financière de la WWE. Ouais, ouais, ouais. Non, Donc puis c'est en plus, il était encore là jusqu'en 2008. Donc, je veux dire, il a aussi pas mal travaillé sur les débuts de John Cena, etc. Donc, non, il connaît bien ce qui se passe à la WWE, mais je veux dire, il y était déjà pendant 15 ans à peu près. Le mec, maintenant, a plus de 60 balais. Moi, je suis désolé, mais parfois, je vais être honnête, il y a un moment où, pour moi, il y a certaines personnes qui sont un petit peu déconnectées de ce qui se passe chez les jeunes, surtout 15, 25 et 15, 35 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être honnête, quelqu'un qui a 60 ans ou 70 ans, qui ne vit pas dans le monde actuel sur les réseaux sociaux, qui ne squatte pas avec des jeunes, etc., ne sait pas en fait ce qui trend, ce qui marche vraiment actuellement. Et le pire parfois, c'est quand tu crois que tu sais en fait ce qui est à la mode, mais que tu ne sais pas, à ce moment-là, tu es carrément dépassé. Et en fait, Bruce Prichard, ce qui joue en sa faveur, c'est qu'il a un podcast aux États-Unis qui marche de ouf. Mais honnêtement, ça marche parce que les gens aiment bien le côté nostalgique. Ils aiment bien entendre les histoires. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il doit revenir en tant que scripteur en chef de la WWE? Parce qu'apparemment, il est carrément scénariste, mais vraiment au-dessus des équipes de Raw et SmackDown. Donc voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne, Jean. Ben, pour moi, c'est pas super contradictoire parce que, comme tu le disais, oui, à mesure que qu'on vieillisse, enfin, je veux dire, moi, allez, je donne pas mon âge, mais j'ai plus de 30 ans. Je sais pas ce qu'il y a dans la tête d'un adolescent de 13 ans, tu vois, par exemple. Bah ouais. Et c'est pour ça que quand nous, on avait 13 ans, on se prenait la tête avec nos parents qui en avaient 40 ou 45 parce que eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il y avait dans notre tête. C'est normal, c'est la vie. Par contre, il faut bien distinguer le fond et la forme, je pense, parce que quand on parle de tout ce qui est créatif, storyline et compagnie, il y a le fond et la forme. Je pense que Bruce Pritchard, c'est un puriste, c'est un vieux puriste. Peut-être que Vince McMahon l'a fait revenir parce que, comme je l'ai dit, il a peut-être conscience de tout ce qu'on vient de parler là depuis une heure, qu'il faut un petit peu remettre les chevaux dans les tables, qu'il faut reprendre les bases du truc pour le fond. Après, dans la forme, euh, je suppose qu'il va s'en remettre plutôt à des gens qui sont plus en phase avec tout ce qui est populaire et tout ce qui est sociétal, pour qu'on puisse avoir quelque chose de cohérent entre les bases du catch, quelque chose de solide, et une expression qui vit avec son temps, tu vois. Donc, je pense pas que Bruce Pritchard, on va lui demander de faire un truc qui va faire kiffer des jeunes de 20 ans. Je pense qu'on va lui demander de faire attention aux détails qui sont peut-être délaissés depuis quelques semaines ou quelques mois, et que après, ceux qui sont en charge des angles vraiment de l'exécution, c'est eux qui seront plus à même de se poser des questions pour que ce soit ciblé par rapport aux gens qui sont ciblés par la WWE sur tel et tel segment, quoi. Non, c'est possible. Mais tu vois, ça me fait penser, moi, je serais patron d'une fédération comme la WWE. J'essaierais vraiment d'avoir une petite team de scénaristes. Et je pense que je mettrais un gars comme Pritchard pour, comme tu l'as dit, le fond, avec par exemple un gars comme Jimmy Jacobs pour la forme, tu vois. Mhm. Parce que quand tu vois tous les différents projets qu'a eu Jimmy Jacobs quand il était à la WWE, notamment Chris Jericho, voilà, lui pour la forme, en fait, il sait exactement comment gérer les choses. Il est en connexion, on va dire, avec les jeunes. Et honnêtement, rien que tous les petits trucs qu'il a lancés avec Chris Jericho, le hit, la liste, toutes ces petites catchphrases, c'était des trucs tellement simples, mais qu'une question de forme et qui parlaient aux jeunes. Simple, rapide, mais super efficace. Donc ouais, en fait, il faudrait un mix des deux. Il faudrait un mix un petit peu d'ancienneté et de jeunesse, j'ai envie de dire, quoi. Après, faut pas oublier que c'était Chris Jericho. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, Chris Jericho a parfois été aussi très inintéressant à la WWE, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dépend aussi du matériel qu'on lui donne, quoi. Ouais.
Ouais, bah, c'est très intéressant une fois de plus, mais moi je vois ça plutôt plus d'un bon œil que d'un mauvais œil qu'un vieux puriste revienne un petit peu dans les rangs de writers. Et avant, on parlait de Meltzer. J'avais vu sur un forum, alors je sais plus lequel, quelqu'un qui faisait une remarque extrêmement juste et dont on n'a jamais parlé, il me semble. C'est que sur les 25 scénaristes, parce que j'avais fait une vidéo, je sais pas si tu l'as vu sur la chaîne, sur comment ils gèrent les scénarios Mhm. des shows. En tout, il y a 25 scénaristes pour l'ensemble des shows WWE. Parmi ces 25 scénaristes, il n'y a qu'une femme. Alors qu'en termes de storyline et de présence, on est presque moite-moite homme-femme. Et il y a aussi enfin ça pose un vrai problème, c'est que des hommes qui écrivent pour des femmes, ça peut pas marcher parce que c'est pareil, c'est pas la même psychologie, c'est pas la même mentalité. Au même titre que des femmes écriraient des storylines pour des hommes, ça donnerait n'importe quoi. Donc très probablement, nous peut-être que en étant des hommes, on s'en rend pas forcément compte, mais des mecs qui écrivent pour les, j'allais dire les divas, pour les catcheuses. Euh, il y a un moment où psychologiquement, il manque quelque chose pour que ça intéresse et pour que les catcheuses elles-mêmes se sentent vraiment investies et impliquées dans les scénarios et les scripts qu'on leur transmet. Ah ouais, non, c'est clair. Non, je t'avoue que j'avais pas vu cette statistique, mais oui, non, c'est n'importe quoi que d'avoir une femme sur 25 scénaristes. Tu peux pas avoir quelque chose de correct à ce moment-là pour les lutteuses, c'est clair. Malgré le bon travail que font certains des entraîneurs, par exemple, qui s'occupent des lutteuses, etc., c'est clair qu'il faut aussi des femmes pour encadrer les femmes. Ça paraît plus logique parce que tu les comprends mieux. Bah. Ouais, Mais après, bon, au niveau de l'action, c'est plus facile que les hommes entraînent des femmes. Mais après, c'est vraiment dans le contenu des storylines, quoi. ouais, c'est clair. Il faudrait qu'ils engagent quelques femmes. Mais alors, le problème, c'est que des femmes qui pourraient engager pour faire ça, je sais pas combien il y en a qui ont le bagage technique, historique, peu importe, pour écrire du catch. Parce Non, que si clairement. les scénaristes Hollywood pour écrire du catch de femmes, là, ça va être encore pire que tout, quoi. Oh là là. Non, mais justement, c'est ce que je me disais. Je pense que c'est ça le problème. C'est que d'un côté, t'as pas des dizaines de personnes qui sont capables, en fait, de tenir ce rôle. Alors que là, avec toutes les catcheuses qu'on a actuellement, quand ces catcheuses partiront à la retraite, potentiellement, on aura des personnes qui pourront se lancer en tant que scénaristes. Mais c'est vrai que quand là, tu regardes les divas des 20 dernières années, tu vois peu de personnes qui pourraient aller écrire des rivalités, à part Sony peut-être, quand elle sort. Bref. Bon, Passons à SmackDown. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc passons à SmackDown. SmackDown. Premier retour de SmackDown, Kevin Owens. Donc personnellement, j'en ai parlé dans ma review très rapidement. Pour moi, c'est assez évident en fait. Tout ça est fait pour monter la hype, encore une fois, à côté de Kofi Kingston. La WWE a clairement compris que les fans sont derrière Kofi. Donc en fait, là, Vince nous enlève ce qu'on veut voir, tout comme il l'a fait en fait avec Becky Lynch et Ronda Rousey. Il nous enlève ce qu'on veut voir pour nous le donner plus tard, je pense, logiquement. Donc on risque d'avoir Kevin Owens contre Kofi Kingston, Kevin Owens contre Daniel Bryan à Fastlane. Je pense qu'on se dirige vers ça. Mais ouais. à mon avis, logiquement, on va bien avoir Kofi Kingston contre Daniel Bryan. Peut-être avec d'autres personnes en plus dans le match, mais en tout cas, Kofi aura son match pour le titre à WrestleMania, logiquement, je pense. Oui, bah écoute, ouais, a priori, bon, j'en ai parlé aussi hier soir sur ma chaîne parce que ça m'a. En fait, au début, ça m'a saoulé pour tous les éléments extérieurs qu'on a mentionnés en début d'émission avec les McMahon et les trucs et les machins. C'est surtout ça, en fait, qui m'a mis dans un mauvais contexte pour accueillir le retour de Kevin Owens. Mais au-delà de ça, oui, ça semble plutôt évident, hein. C'est Kevin Owens, Daniel Bryan qui devait avoir lieu à WrestleMania. Ou comme tu as dit, ils veulent un petit peu capitaliser sur Kofi Kingston et ils ont inversé les trucs. Ils ont mis le match de WrestleMania à Fastlane et puis ils mettront Kofi Kingston à WrestleMania contre Daniel Bryan, comme tu as dit, peut-être avec d'autres catcheurs ou une stipulation. Mais moi, j'ai peur que ça fasse la même chose que Becky Lynch. C'est que comme on est dans une vision tellement court terme, les rares fois où la WWE essaye de réfléchir un tout petit peu plus loin que le bout de son nez et se dire, allez, maintenant, on va partir sur du 6 semaines, pardon. Eh ben, j'ai peur que ça desserve Kofi Kingston et que ça crève un petit peu sa bulle de popularité et que finalement ça fasse effet inverse, qu'il arrive à WrestleMania trop tard, avec moins de tension au niveau de la foule et qu'on s'en tape du match. Ouais, je me suis dit à peu près exactement la même chose que toi, je t'avoue. Je me demande si il faudrait pas lui faire gagner le titre tout de suite. Enfin, en tout cas, lui donner son match pour le titre tout de suite à Fastlane.
Et limite, vu comme c'est emballé, moi, personnellement, là, je donnerais le titre à Kofi, je vais dire. J'en ai rien à faire que le gars n'ait pas la crédibilité ou qu'il n'ait pas été mis en avant assez ces dernières années ou quoi. Ça peut se construire à la limite par la suite. Ou alors, il peut être un champion court terme, très simplement. Mais c'est vrai que là, moi, je capitaliserais tout de suite, en fait, sur ce qu'il a parce que le gars, il a depuis 11 ans à la WWE. Et voilà, malgré le fait qu'on lui ait donné plein d'opportunités, comme il le dit, etc., il a jamais eu ça. Il a jamais eu la foule derrière lui à ce point-là, le type, en 11 ans, alors que c'est quelqu'un qui a souvent le micro. Donc, ouais, non, parfois, il faut prendre des risques. Je vais très rapidement citer la New Japan, mais je veux dire, putain, quoi, la New Japan, Jay White, il y a un an, c'était personne dans la fédération. Actuellement, le gars, il est champion du monde poids lourd de la fédération. Et le travail qu'ils ont fait avec ce type et le fait d'avoir osé parier sur lui, alors qu'honnêtement, on s'y attendait pas du tout, c'était génial, honnêtement. Et ils ont pas hésité. Ils ont senti que là, il était détesté comme jamais. Lui, c'est l'inverse. Par contre, il est détesté comme jamais. Donc, ils ont dit, allez, c'est le moment, on lui donne le titre. Et honnêtement, c'était le moment. Ça a provoqué un choc génial. Donc, je sais pas si c'est la bonne idée que d'attendre jusqu'à WrestleMania. Mais après, voilà, je pense qu'au final, c'est limite pour lui. C'est la WWE cherche à le récompenser, en fait. Et moi, pour moi, ça colle très bien dans ma tête. J'adore l'idée de Daniel Bryan qui, un an jour pour jour après avoir effectué son retour, va rentrer à WrestleMania en tant que champion du monde. Je trouve que l'image est très belle. Il y a un an, le gars effectué son retour. Un an plus tard, il est champion du monde. Et à côté de ça, s'il pouvait justement, comment on dit, do the work et voilà, perdre face à Kofi Kingston à WrestleMania, je pense que ce serait génial. Grosse pop du public new-yorkais, je pense. Bah, très probablement, ouais. Après, faut oublier que le public new-yorkais, c'est un public de smart. Donc, ils seront à même aussi de comprendre la fabulosité de Daniel Bryan. Et non, moi j'ai juste peur que le gâteau Kofi Kingston il s'essouffle avant WrestleMania parce qu'il y a encore 6 semaines presque, 5 semaines. Et j'ai peur qu'il arrive à un moment où les gens. Je comprends qu'on essaye de repousser l'échéance pour vraiment. Tu vois, c'est comme tu essayes de séduire une nana, bah, tu galères, tu galères, tu galères, tu galères, et finalement tu arrives à choper une date. Ok. Et c'est un petit peu la vision avec Kofi Kingston, mais vu comment le public a été éduqué par la vision court terme de quasiment tout à la WWE, j'ai peur que dans 5 semaines, ils se diront bon, bah, allez, on s'en fout. Parce que, ouais, il faut lui donner maintenant le titre, quitte à lui faire perdre à WrestleMania ou il perd à WrestleMania par. Ouais, à la limite, un run justement, juste de quelques semaines de Fastlane à WrestleMania, ça peut le faire aussi, hein. Pardon, j'ai pas entendu. Un run juste de quelques semaines de Fastlane jusqu'à WrestleMania, ça pourrait le faire aussi, hein. Voilà, ouais, c'est ça. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Parce que je pense pas qu'il y ait assez de profondeur dans cette feud et dans Kofi Kingston. C'est trop soudain pour que ça dure, tu vois. Si ça arrive extrêmement vite, ça va redescendre tout aussi vite. Donc, ouais, moi je dirais il aurait fallu lui donner le titre maintenant, et quitte à après embrayer sur un éclatement du New Day pour justifier sa défaite à WrestleMania ou ok, tu vois. Mais ça part d'une bonne intention, mais je pense que c'est pas bon. Ouais, non, franchement. Après, on verra. Il reste un épisode de SmackDown avant Fastlane. Peut-être qu'ils vont ajouter Kofi au match de Fastlane, ce qui serait peut-être un bon choix pour lui faire gagner le titre directement. Parce que moi, je t'avoue qu'il y a une chose que j'ai pas aimé aussi lors du dernier épisode de SmackDown, en fait, c'est quand Kevin Owens arrive. Il passe devant Kofi Kingston, il se pose, il signe le contrat, et aucune réaction, quoi. Kofi qui reste, qui fait sa victime, qui retourne en coulisses, et après, on le voit plus de tout le show. Ouais. Je veux dire, tu peux pas passer ces 2 dernières semaines à dire que c'est ton rêve et que ça fait 11 ans que tu te bats pour ça, et après juste faire ta vicose, ta victime. J'ai vraiment pas aimé en fait la réaction de Kofi Kingston. C'était bon, ok, je me fais parce que tu te mets à sa position et je vais dire non, moi, comme tout le monde, tu acceptes pas l'injustice comme ça. Si on vient et on te prend ta place, non, tu te lèves et tu t'énerves. Donc il faudrait logiquement Kofi doit réagir mardi à SmackDown. Sinon c'est clair que les fans vont le lâcher. Les fans vont le lâcher très rapidement, en fait. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo hier soir. Moi, quand j'ai vu ça, au-delà du. Enfin, j'ai pas parlé du fait qu'il a fait la victime en se disant oh là là, bah zut alors, j'entraîne et tout. Mais moi, j'ai parlé du fait qu'il est sur le point de signer le truc. Donc, je veux dire, ça fait quand même 11 ans de boulot à la pointe de la plume du stylo. Il a juste à signer pour que ça se transforme en réalité. On est d'accord. Mhm. Là, il y a une musique. Et tout d'un coup, le gars, il oublie tout.
Ah bah vas-y, assieds-toi, signe à ma place, tranquille, tu veux pas un café non plus, tu vois. Enfin, de nouveau, on retombe sur la WWE qui veut vraiment pousser la crédibilité et puis qui fait pas attention. Enfin, on dit toujours le diable est dans les détails. Euh, voilà. Si toi, tu es à sa place, Vince McMahon arrive, ok, bon, on va voir ce qu'il veut, le vieux con. On signe, au moins, moi, je vais à Fastlane et ensuite, on verra ce qui se passe. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais en plus, honnêtement, comme je l'ai dit dans ma review, ce qui est un petit peu dommage, en fait, au final, c'est qu'il y a quelqu'un qui va pâtir, on va dire, de cette rivalité. Et je pense que c'est Kevin Owens. Kevin Owens, qui en plus n'est pas là depuis des mois, on aurait pu lui faire un gros retour. Au final, là, je pense qu'il va venir perdre son match, après bah, se retrouver dans une rivalité de mid-card, tout ce qu'il y a de plus lambda, on va dire. Donc, dommage pour Kevin Owens de se retrouver dans cette position aussi. Dommage pour Mustafa Catch Club, qu'on ne voit plus non plus depuis 2-3 semaines. Il est... J'espère que lui, ils vont réussir à le relancer sur sa lancée justement qu'il avait, parce que sinon c'est tellement dommage, quoi. Je veux dire, il était tellement bien lancé, le type, qui devait commencer à rêver, il voyait des étoiles. À cause d'une petite blessure à l'œil, c'est dommage, quoi. Ah C'est bah, dommage. c'est pour ça qu'il voit des étoiles, mec. Ah, c'est ça aussi. Bravo Randy Orton, quoi. Mais ouais, non, vivement le retour de Mustafa Catch Club. Et donc après, on continue sur SmackDown. Le reste était très basique, à part le retour de voilà Matt Hardy, donc le retour des Hardy Boys. Ouais. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Bah, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, quoi. Matt Hardy, il est pas là depuis le mois de septembre. Tout le monde spécule un petit peu sur sa situation. Quand est-ce qu'il va revenir? Qu'est-ce qu'il en devient de Delete? Les gens l'aiment beaucoup, ne serait-ce que par l'ancienneté. Je veux dire, les Hardy Boys, ils étaient à la WWE déjà en 94, 95 en tant que jobber. Ils ont commencé à catcher en équipe. Je me souviens qu'ils s'étaient fait défoncer par Kane en octobre 97 ou novembre 97. Donc les gars, ils font partie des meubles, tu vois. Le retour de Matardi, c'est quelque chose qui devrait être hypé, comme tu dis si bien, tu vois. Il faudrait pousser dessus. Le mec, il débarque de nulle part un beau matin. En plus, à la place des mecs NXT qui vont du coup en pâtir parce qu'on n'a pas pu continuer comment dire, à capitaliser sur leurs valeurs et leur arrivée dans le roster principal. Donc voilà, c'est cool, mais de nouveau, l'exécution est catastrophique. Et au-delà de ça, ben, un peu plus tôt, tu parlais de Asuka, qu'on n'a pas vu depuis des plombes. Depuis la grande série entre Andrade et Rey Mysterio, on les avait pas vus non plus pendant plus de 3 semaines. Andrade, à chaque match, il augmentait. Et du jour au lendemain, le gars, il disparaît. Et puis là, il revient en tag team et ils perdent. Ouais, non, mais c'est parce que je pense que la WWE a son match en tête, hein, Andrade contre Rey Mysterio pour WrestleMania 35. Sûrement un match Hair versus Mask, donc les cheveux contre le masque. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas de quoi alimenter la rivalité jusqu'à WrestleMania. Donc ils se sont dit, bon, on va juste les enlever des écrans pendant 3-4 semaines et après on va reprendre. Des scénaristes qui sont payés pour Non, c'est clair, pour ouais. créer des histoires qui permettent d'aller de show en show et d'avoir une vision un peu plus long terme que de semaine en semaine et Vince McMahon qui a envie de changer la couleur de son slip, quoi. Ouais, parce que là, t'avais tout, hein. Entre Andrade et Rey Mysterio, t'avais tout. T'avais le talent, t'avais les fans qui étaient pro Mysterio contre Andrade, Zelina Vega qui aurait pu rajouter un petit peu de hit au micro chaque semaine, rien que pour des petits segments. Mais ouais, non, il va falloir recréer un petit peu de hype, encore une fois, pour ce match jusqu'à WrestleMania, parce que... Mais bon, c'est un des matchs que j'ai le plus hâte de voir, en tout cas, clairement. Ça, c'est clair. Le match qu'ils avaient fait à SmackDown, là, tu le mets à WrestleMania, match de l'année. Ouais, ouais. Et je pense qu'ils vont tout donner à WrestleMania, donc voilà. Et j'espère juste qu'ils vont pas avoir 10 minutes. Donc j'espère qu'ils auront un petit peu plus, mais hâte de voir ça. T'inquiète, ils vont être en pré-show quand j'irai chercher les clés de la bagnole. Donc ensuite, honnêtement, on va être très rapide sur le reste de SmackDown parce qu'on n'avait rien de notable. Donc juste pour info, par rapport au retour de Kevin Owens, on ne sait pas vraiment s'il est heel ou s'il est face, parce qu'au final, il n'a pas vraiment été heel. Il n'a pas vraiment été méchant durant son show. Lui, tout ce qu'il a expliqué, c'est que Vince McMahon est venu lui proposer un match. Je veux dire, lui, c'est son travail. Il se bat pour sa famille et ses enfants pour qu'ils aient à manger. Donc on te propose un match pour le titre, tu peux pas refuser. Mais il a précisé plusieurs fois que clairement, il trouve que Kofi Kingston mérite aussi une chance pour le titre. Donc il était vraiment en mode beau jeu, quoi. Genre, ça faisait pas du tout il son discours. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce un swerve? C'est potentiellement peut-être un swerve. À côté de ça, Matt Hardy, donc pour info, pour ceux qui sont pas au courant, apparemment Matt Hardy et Jeff Hardy ont prolongé leur contrat pour 1 an avec la WWE. C'était une option qu'ils avaient en fait de leur contrat. Donc ils viennent de prolonger, ils seront là encore pour 1 an.
et Matt Hardy aurait annoncé que plus ou moins c'est fini en fait le personnage Broken pour le moment. En fait là il va se concentrer sur la réunion des Hardy Boys et ils veulent challenger pour le titre par équipe de SmackDown. Donc on se dirige peut-être vers un Matt Hardy contre les Usos à WrestleMania 35. Ça peut être un match du pré-show aussi par exemple. Ça peut être ce qu'on appelle le sleeper match, quoi. Ouais. Parce que les Usos, les pauvres, ils sont toujours, quasiment toujours remis dans le pré-show, mais ouais, non, ça peut être un très bon match. Bon, ça veut dire que toutes les autres équipes de SmackDown, du coup, on les verra pas, les pauvres. Mais on va voir comment ça avance du côté de SmackDown. On a fait le tour, je pense, au niveau des grosses news qu'il y a eu cette semaine. Bah écoute, je crois que oui. Je réfléchis. Ouais, non, bah c'était surtout ça, hein, ouais, les 4 retours en fait. Après, comme tu l'as dit, il y a plein de gens qu'on a vu à SmackDown qu'on n'avait plus vu depuis des semaines, comme Rey Mysterio, Andrade. Je veux pas dire de bêtises, mais Shinsuke et Rusev, ça faisait pareil, 2-3 semaines qu'on les avait pas vus non plus. R-Truth, ça faisait 3-4 semaines qu'on l'avait pas vu à SmackDown. Donc c'est ce que je disais un petit peu dans ma review. SmackDown, c'est marrant parce que d'une semaine à l'autre, c'est 2 rosters différents en fait. C'est... Bah ça c'est le problème de... C'est un double problème quoi. D'un côté, Raw est beaucoup trop long. D'un côté, SmackDown est suffisamment court pour faire quelque chose de qualitatif, mais il y a presque le même nombre de mecs d'un côté et de l'autre. Et donc, forcément, tu peux pas faire catcher tout le monde ou en tout cas apparaître de manière notable et cohérente et intéressante chaque semaine à SmackDown. Et ça donne presque du NXT où il y a un roulement de semaine en semaine pour que chacun ait un petit peu son moment. Et forcément, bah, ça ne te permet pas, pardon, de faire ce que tu devrais faire, c'est-à-dire que tout le monde soit vu chaque semaine. Parce que même si Raw, c'est trop long et, entre guillemets, à des fois, c'est un peu un calvaire à regarder, au moins, chaque semaine, il y a tout le monde qui apparaît à un moment ou à un autre pour faire avancer sa présence ou sa storyline. Ouais, non, mais là, il faut être clair et net, faut arrêter d'embaucher du côté de la WWE. Ça sert absolument plus à rien. Ou en tout cas, il faut embaucher peut-être 10% de ce qu'ils embauchent actuellement. Parce que, bon, là, ils sont entrés totalement dans une mentalité dont on embauche tout ce qui bouge pour éviter qu'ils soient chez les concurrents plus ou moins. Et ceux qu'on n'utilise pas, ben, on les utilise pas. Et voilà, c'est bien fait pour vous. Au moins, vous gagnez de l'argent, c'est déjà ça, ne vous plaignez pas. Mais honnêtement, moi, pour la peine, je me mettrais à la place de la WWE, je me sentirais fort en fait. Et je me dirais, écoute, ça sert à rien de garder autant de personnes sous contrat et de gâcher leur carrière. De toute manière, s'ils sont pas avec moi, ils seront pas aussi bien. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, en soi, personne ne peut faire des stars comme la WWE le fait. Donc je m'inquiéterais même pas en fait de licencier des personnes ou de ne pas embaucher le reste, parce que d'un côté, pour le moment, si tu passes pas à la WWE, tu ne deviendras pas une grosse star. Tout le monde ne peut pas faire des Young Bucks, Kenny Omega et Cody, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je trouve que la WWE parfois devrait être plus sûre de sa position et se dire, écoute, j'ai pas besoin d'embaucher tout le monde et de bloquer les autres catcheurs parce que de toute manière, sans moi, ils sont rien. Donc voilà. Bah, t'as totalement raison. Après, il y a la partie égocentrique qui intervient, où bah, Vince et compagnie, bah, je pense qu'ils se disent, ils aiment pas voir que ça bouge ailleurs que chez eux. Et avec tout ce qu'ils ont signé récemment, vu qu'ils croulent sous le fric, et ben ils se disent, allez, bah, on va faire des chèques et puis enfin voilà, basta quoi. Ouais. On se règle le truc et au moins, voilà, ça. C'est juste par principe, quoi, pour faire chier les autres, alors qu'une réelle concurrence, on l'a vu à l'époque de la Monday Night War ou même de la ECW, la concurrence, c'est la chose la plus saine qu'il peut y avoir dans un secteur, parce que ça pousse même les acteurs du milieu comme la WWE qui ne craint rien, entre guillemets, ça les pousse psychologiquement comme ça à faire plus d'efforts, en tout cas des efforts qu'ils ne feraient pas s'il n'y avait pas de concurrence. Donc il faut de la concurrence. Forcément. Et ouais, de nouveau, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Il y a trop de thunes, donc on s'en fout. Mais quand même, on veut garder cette hégémonie, donc on va faire des chèques pour que les autres ne puissent pas décoller ou ne pas bénéficier de certains talents. Et des talents qu'on va avoir en trop, qu'on va pas réutiliser, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, ça me fait penser parce que je viens de voir qu'ils viennent de signer encore 4-5 talents pour NXT UK. Il y a une chose qui me fait très plaisir, en tout cas, parce que ça a été annoncé ces derniers jours, c'est que pour NXT TakeOver New York, on aura le droit à Walter contre Pete Dunne pour le titre NXT UK. Yann et moi venons d'avoir nos places pour NXT UK cette semaine, donc voilà, on peut en parler rapidement, mais notre programme pour New York, ça va être donc vendredi soir NXT
TakeOver. Samedi soir, on a le show de la Ring of Honor et la New Japan au Madison Square Garden de New York. C'est un rêve pour moi d'y aller, je vous avoue. Le dimanche, on a WrestleMania 35. Et lundi, on a l'épisode de Raw le lendemain de WrestleMania, qui est habituellement un des meilleurs shows de l'année. Donc voilà, ça va tout simplement être phénoménal. Mais bon, Walter, l'année dernière, on l'avait vu à la Progress. Donc là, ça va être autre chose. Ça va être contre Pete Dunne à NXT. Ça risque d'être vraiment phénoménal. Il y a moyen ouais, que ce soit le meilleur match du week-end. Honnêtement, je le mets dans cette liste-là. Je pense que ça peut être un des shows stealers très clairement. Tu éviteras de trop boire avant le match parce qu'on sait comment ça finit. Hein. C'est pas mon genre, c'est pas du tout mon genre. Bon, en parlant de la review, donc la review sera postée samedi soir. Donc normalement, là, quand vous verrez la review, il devrait être 21h, 21h30. Le podcast, je veux dire, je ne serai sûrement pas en live samedi soir pendant la diffusion du podcast, car je vais fêter mes 30 ans ce week-end. Oh, donc... c'est pas possible. Eh oui, exactement. J'en parle pas trop, tu dois même pas être au courant, mais c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, je vais fêter mes 30 ans. Donc samedi soir, j'ai un petit pot avec 2-3 amis. Parce que j'ai que 2-3 amis, hein, j'en ai pas. Je suis pas au courant, je connais ta date de naissance depuis. Ah bah oui, c'est vrai que tu la connais très bien. Je connais très bien, on va pas dire pourquoi. Mais du coup, ouais, non, ce week-end, je serai pas là pendant la diffusion. Je sais pas si toi, peut-être tu seras dispo, peut-être pour faire un tour sur le chat à ce moment-là. 21h, j'essayerai d'être présent sans garantie 100%, parce que quand on est des vieux croutons comme nous, ouais. mariés le samedi à 21h30, en général, on n'est pas trop dispo. Je vais voir, je vais essayer de faire un petit tour et puis ça marche. Pour dire un petit bonjour à tout le monde et leur faire des bécos on your behalf, comme on dit. Voilà, comme dit, moi je penserai à vous. Le dimanche, du coup, voilà, journée d'anniversaire, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de vidéos dimanche. On se retrouvera début de semaine prochaine. Et donc, un nouveau podcast à nouveau le week-end de la semaine prochaine. Maintenant, de toute manière, tu es là plus ou moins jusqu'à WrestleMania. On pourra plus ou moins en sortir un chaque semaine, je pense. Ouais, jusqu'à WrestleMania, je suis là. Plus de voyage. Ok, parfait. Après WrestleMania, je repars direct. J'arrive en Europe le 10 et le 11, je repars direct en Égypte pour le boulot. Yeah. Work. Ouais, mais bon. Non, en tout cas, au mois de mars, vous aurez donc votre podcast hebdomadaire. Yes. Ça marche. Donc, ben, écoutez, donc pour ma part, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Je laisse à Ayane le mot de la fin. Eh ben, merci à tous, merci à Ali, et puis avec un grand plaisir, on se retrouvera la semaine prochaine. Donc, on mettra le podcast cette fois-ci sur ma chaîne pour la continuité. Je pense qu'on va le mettre à la même heure que toi tu le mets sur la tienne, comme ça les gens seront pas un peu pas désarçonnés. Mais ouais, non, j'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend pour Fastlane, ouais, non, bah, ouais, les 2 prochaines semaines, ça va être cool là, avec Raw et SmackDown avant Fastlane, et très curieux de voir ce qui va se passer à Fastlane, parce que je pense que ce sera peut-être finalement le vrai coup d'envoi vers WrestleMania, le coup d'envoi qu'on attend depuis si longtemps et qu'on n'a toujours pas eu. Carrément, totalement d'accord. Allez, on va suivre ça ensemble dans les prochaines semaines. Ciao tout le monde. À bientôt, ciao Ali. Ciao.